Et on va parler, pour commencer ici, rapidement du green key, donc ce qu'on appelle aussi le chroma key. Donc le fond vert, en fait, quand on photographie en studio sur un fond vert, de manière à avoir plus facile pour faire du détourage, particulièrement sur des sujets difficiles comme des sujets qui ont de la transparence ou des contours pas très bien définis comme des cheveux. Et on va le faire dans Photoshop, mais je vous le dis tout de suite, le chroma key, le green key, ce sera beaucoup mieux dans After Effects. C'est beaucoup plus évolué dans After Effects. Dans Photoshop, c'est un peu foireux. C'est fort limité. Mais bon, faisons-le pour voir. C'est déjà une première approche. Ça va préparer le terrain pour ceux qui donc verront ça dans After Effects après. Donc, ici, j'ai tapé Green Key, Glasses et Public Domain entre guillemets. Et je vais prendre la première image qui se présente ici. Donc, clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. OK. Clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Et là-dedans, je demande d'afficher l'image. Voilà, c'est cette image-là, donc que j'enregistre dans un dossier, un nouveau dossier pour aujourd'hui. Alors, c'est du PNG, mais certainement du PNG 24 bits. Donc, c'est le meilleur format que vous pouvez trouver sur le web en tant qu'image affichable dans un navigateur. Bien entendu, vous allez trouver des meilleurs formats sur le web, mais téléchargeables, du RAW téléchargeable, des choses comme ça. On est d'accord, hein, mais je veux dire, on parle des formats d'images qui s'affichent dans un navigateur web. Le PNG 24, c'est vraiment le top. Ça a autant de couleurs qu'un JPEG, 16 millions, mais ça n'a pas la compression. Voilà. Alors, je vais aller faire un petit tour ici du côté du menu Images, une fois que j'ai ouvert l'image. Image mode, oui, couleur RGB, 8 bits par couche, et donc du 24 bits, 3 couches de 8 bits, ça fait 24. Donc, c'est bien du PNG 24. Alors, ce que les infographistes débutants ne comprennent pas toujours, c'est que une fois que l'image est ouverte dans Photoshop, elle est complètement indépendante de son format. Peu importe quel est le format de l'image sur le disque dur, l'image est ouverte, c'est une image. On travaille dans Photoshop. Et le problème du format se reposera quand on va enregistrer l'image par la suite. Si j'ajoute des calques, je pourrais plus l'enregistrer en PNG parce que ça n'accepte pas les calques, par exemple. Donc, il faut bien faire la différence entre format d'image, le mode d'écriture du fichier, le protocole d'écriture du fichier de l'image sur le disque dur, on va dire. Une fois que c'est ouvert dans Photoshop, Photoshop ne s'occupe pas de quel était le format de l'image sur le disque dur. Par contre, oui, au format sont attachées certaines caractéristiques, notamment le fait que ici c'est une image en 16 millions de couleurs et non pas 256 comme si c'était du GIF ou du PNG 8. Alors on a eu l'occasion d'en parler avec certains d'entre vous hier. Il y en a qui ont essayé de faire de la colorisation d'images grises et alors ils ont trouvé des images grises sur le web. Et quand ils ont essayé de mettre de la couleur, ça marchait pas parce que l'image était uniquement grise. Elle pouvait accepter uniquement du gris. Donc, pour pouvoir mettre de la couleur dans une image grise, il faut aller voir dans Image Mode et s'il est indiqué niveau de gris, ben, il faut convertir vers RGB, simplement en passant d'ici à là. L'image reste grise, mais elle peut accepter de la couleur à ce moment-là. Alors, tout ça, c'est vraiment le b.a.-ba de l'infographie et c'est super important d'avoir les bonnes bases. Alors, je vais vous proposer ici, vous suggérer, pour ceux qui auraient des lacunes, vous suggérer un petit site, petite chaîne YouTube. Ça, c'est Bibi, c'est pas celle que je vous propose, en fait. Hein. Celle que je vous propose, c'est celle-là. Il suffit de taper dans YouTube, vous tapez youtube.com/idicotv. Idico TV,
C'est une chaîne YouTube qui propose aux infographistes les bases. Bon, il y a d'autres moyens, il y a d'autres endroits sur le web où on trouve ce genre de choses. Voilà, notamment, on vous parle de la profondeur de l'image. Est-ce que vous savez ce qu'est la profondeur de l'image ou profondeur du pixel? Non. Eh bien, figurez-vous qu'on en a parlé, mais j'ai pas cité le terme, je pense. Le fait qu'une image soit quand on fait fichier nouveau, on va faire comme ça, quand on fait fichier nouveau, je vous avais parlé de ça, c'était au tout début, lundi matin. Faire une image 3 fois 8 bits, c'est une image 24 bits, donc 16 millions de couleurs. Faire une image 16 bits, c'est une image en milliards de couleurs. Il y a 60 000 nuances à peu près par couche. Les images 32 bits. Donc, c'est ça la profondeur du pixel. Quel est le nombre de bits? Quel est le nombre d'octets? Pas d'octets. Quel est le nombre, parce qu'un octet, c'est 8 bits. Et ce qu'on appelle un byte en anglais. Oui, mais en quelque sorte, c'est ça. Hein. Quel est le nombre d'octets? Oui, hein. 1 octet par pixel, 2 octets par pixel ou 4 octets. Voilà. Donc là, voilà, notamment, ça, c'est super important de connaître ça. Autre chose dont je vous ai parlé, cette vidéo-ci, distinguer la taille, la définition et la résolution. Donc, quand on parle de dimension d'image, il y a différentes manières de parler de la dimension. Il y a la taille en centimètres, la définition, c'est-à-dire le nombre de pixels qui composent l'image. La résolution, c'est le nombre de pixels qui sont utilisés sur une distance d'1 pouce quand on veut imprimer sur le papier. Enfin voilà, ce sont des notions de base et moi je vous conseille, si vous avez l'occasion, d'aller voir donc cette petite chaîne Idico TV qui propose différentes choses super intéressantes. Personnellement, moi je suis passé par là, mais il y a plus de 20 ans, je suis passé par ce genre de choses et ça m'a vraiment aidé à comprendre avec quoi je jouais la matière première, l'image numérique. Ok, je suppose que vous avez tous eu l'occasion d'ouvrir l'image Green Key. Alors, je vais aller chercher une autre image sur le web parce qu'il me faut une image de fond. Et ici, j'ai simplement tapé City et entre guillemets public domaine. Et dans ce cas-là, j'ai quand même demandé des grandes images. Voilà. Et alors, la première qui est là va sans doute convenir. Ça n'a pas une importance énorme. C'est juste pour avoir un fond, pour mettre l'objet sur un fond. Ça... Bon. Donc, voilà. L'image ici, sur laquelle je m'intéresse dans un premier temps, oui, je pourrais déjà la déplacer dans l'autre image et travailler cette image-là quand elle est dans l'autre image, mais j'aime autant travailler l'original ici. Alors, on va utiliser quelque chose qu'on a déjà utilisé, c'est plage de couleurs. Menu sélection, plage de couleurs. OK. Alors, le dernier réglage utilisé revient. C'était celui pour la voiture, là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre à zéro le réglage pour redémarrer sur de bonnes bases. Alors, dans toutes les boîtes, dans tous les logiciels Adobe, pour remettre à zéro une boîte qui n'est pas à zéro, il suffit d'enfoncer la touche Alt et le bouton annuler se transforme en réinitialiser. Et on clique là-dessus. Donc, ça, c'est valable dans toutes les boîtes, dans tous les logiciels Adobe. Pour remettre à zéro une boîte. Bon, ceci dit, je m'avance quand même un peu parce que ce sont des équipes différentes qui développent les logiciels et je les connais pas tous. Mais
dans tous les logiciels Adobe que je connais, ça marche comme ça. Voilà, on va dire comme ça. OK, parce que historiquement, Adobe a racheté des logiciels, notamment Illustrator n'était pas Adobe au départ. Hein. Si, Illustrator, non, oui, Illustrator était Adobe au départ. Dreamweaver et tout ça, c'était pas Adobe au départ. Ça, c'est sûr. C'était Macromedia. Mais donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des équipes de développement différentes pour les logiciels. Et c'est pour ça que parfois on se dit, mais tiens, ils pourraient quand même un peu accorder leur violon. OK, donc réinitialiser. Ensuite, avec la pipette ici, je vais cliquer sur le vert. Et puis avec la pipette plus, hein, je vous rappelle qu'il faut toujours utiliser la pipette de gauche pour commencer, sinon ça foire. Et puis après, vous utilisez la pipette plus et vous ajoutez des nuances de vert. Donc le but est évidemment d'avoir ce qui correspond au fond vert, de l'avoir bien blanc ici dans la boîte. Et on joue sur le curseur tolérance qui va surtout servir pour les nuances de vert qui se trouvent dans les reflets des lunettes, en fait. Moi, c'est pour j'ai une lunettes blanche et Ah, OK, tu as les lunettes blanches et le fond noir et tu... bon, je sais pas. Ah, c'est pour ça, tu n'avais pas encore cliqué. OK. Donc voilà, la sélection a été générée. Je vous rappelle que si vous pensez qu'elle est foireuse, vous désélectionnez, menu sélection, désélectionnez, vous désélectionnez avant de retourner dans Private Couleur. Sinon, ça va prendre en compte uniquement ce qui est sélectionné là. Bien. Et donc, je vais transformer cette sélection en masque de fusion du calque. Donc, vous, dans C6, vous devez déverrouiller le calque au niveau de sa transparence en double-cliquant sur lui. Ici, dans CC, on n'est plus obligé de faire ça. Menu calque, masque de fusion. Et alors, qu'est-ce que je fais avec la sélection? Elle va servir à masquer. Ce qui est actuellement sélectionné va masquer. Donc, je fais menu calque en haut de l'écran, masque de fusion. J'ajoute un masque de fusion qui va masquer la sélection. Et voilà. Donc, ce qui était sélectionné est masqué. Alors, je vais revenir un peu en arrière parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien utiliser les petites icônes en bas de raccourci. Si je clique sur l'icône ici, ça ajoute un masque de fusion qui fait apparaître ce qui était sélectionné. Ça veut dire que j'aurais dû, avant de cliquer sur l'icône-là, intervertir la sélection. Je vais annuler pour vous montrer simplement que si on enfonce la touche Alt quand vous cliquez sur l'icône, ça ajoute un masque qui masque ce qui est sélectionné. Donc, c'est juste une petite parenthèse, ceci pour ceux qui sont des fanats des icônes et qui préfèrent, plutôt que d'aller dans les menus, cliquer sur les icônes. Il faut savoir qu'en enfonçant certaines touches, Alt, majuscule, notamment quand on crée des groupes au départ d'autres calques, on obtient des choses différentes. Enfin, quoi qu'il en soit, vous devez avoir obtenu les lunettes sur un fond transparent. OK. S'il y a des problèmes, on peut retoucher au pinceau. Donc, le pinceau, ce serait s'il faut faire apparaître certaines choses ou disparaître. Par exemple, si ces petits nuages me dérangent, je vais dessiner en noir au pinceau dans le masque de fusion. Bon, sinon, il y a plein de reflets verts. Donc, je vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour faire du chroma key, pour faire du green key, Photoshop, c'est pas génial. Il vaudra mieux le faire dans After Effects. Oui. Il y a beaucoup plus d'outils. C'est pas ça que je cherchais. Il y a beaucoup plus d'outils pour faire ça dans After Effects. Je vous montre ici simplement la page sur le chroma key dans Wikipédia, qui est une bonne ressource au niveau technique. Vous allez apprendre pas mal de choses là-dessus.
Et ce qui est intéressant aussi, évidemment, c'est les liens qui mettent en bas, en fait. Ça peut être intéressant. Voilà. OK. Bon, ben, on va ajouter un calque de réglage de type teinte saturation qui va enlever ce vert. C'est quelque chose qu'on a fait hier, c'est-à-dire c'est le teinte saturation ciblé. Menu calque, nouveau calque de réglage. C'est vrai qu'on peut y aller aussi par ici en bas. Là, voilà. Teinte saturation. Donc, le calque de réglage arrive. Il va agir sur tout. Il n'y avait pas de sélection active au moment où je l'ai créé, donc il agit sur tout. Et je ne vais pas les dessiner en noir dedans dans le masque pour l'empêcher d'agir à certains endroits. Donc, il agit sur tout. Et à la place de global, je vais choisir vert. Et je vais diminuer la saturation. Et voilà. S'il reste encore des petits reflets, on sait qu'on peut les modifier ici, étendre la zone. Voilà. Ça n'a pas l'air trop mal. Bon, c'est vrai que la main, oui, la main, elle est toujours verte. Et si, oui, elle n'est pas là juste pour porter les lunettes, bien sûr, elle doit être visible à la fin, donc on va quand même s'en occuper un peu. Ah, vous voyez ce que je fais là? J'agrandis le réglage. Ce sera plus facile pour aller jouer avec les petits curseurs parce que sinon ils sont riquiquiers. Bon. La main manque un peu de colorisation. Elle perd sa couleur. Jouer avec deux réglages, un pour les lunettes, un pour la main, serait une solution, mais on va voir au capège. Vous avez le même problème quand vous élargissez la zone touchée par le réglage teinte saturation. Vous avez l'ombre de la main qui devient grise. Bon, on va voir comment on peut éventuellement récupérer ça. Je ne suis pas sûr que le chroma key ici était vraiment bien fait. En fait, il y a quand même énormément de reflets. Le sujet photographie est un peu trop près du fond. Mais enfin, quand on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas l'occasion de se faire un chroma key de grande dimension et le mettre à l'arrière-plan vraiment. Donc, il influence beaucoup la couleur des objets photographiés. Dans ce cas-ci, c'est un petit système bricolé apparemment. Bon, voilà, des manières d'approcher les problèmes, il y en a plein dans Photoshop. Je pourrais me dire, tiens, je vais faire deux réglages de teinte de saturation, un pour les lunettes, un pour la main. Je pourrais me dire, tiens, le bas de la main, là, oui, ça va être un reflet, mais pas verdâtre. Il va être un reflet de la couleur globalement de l'image qui va recevoir l'objet. Ça paraît très logique que il y ait une influence du décor sur la main. Mais bon, alors, tentons un petit truc ici. Je vais créer un calque vide. Je vais aller prélever à la pipette la couleur. C'est l'occasion de parler de plusieurs choses ici. Voilà. Donc, ça, vous ne faites pas. Je regarde juste si le résultat va être relativement valable si on fait un truc de ce genre-là. OK. Il va falloir modifier ça après. Parce que là, on perd quand même ce véhicule. OK. Super, on adore ça. Il y a bien. OK, bon, voilà.
Donc, je viens juste de tester le truc avant de vous l'expliquer, pour être sûr que sur cette image-là, sur laquelle je n'ai jamais travaillé, pour être sûr que ça fonctionnera, et ça fonctionne. Donc, voilà la solution que je vous propose pour régler le problème de l'ombre grise. Je suppose que tout le monde a un problème avec une ombre grise, n'est-ce pas? OK. Donc, voilà, je vais créer un calque vide au-dessus du calque de réglage de type teinte saturation. Donc, je clique sur le bloc de feuilles, le voilà, et le calque vide sur lequel je vais travailler. Alors, avec la pipette, j'enclenche la pipette pour aller prélever une couleur dans l'image. Alors, attention, Photoshop, d'origine, est réglé pour la pipette, les options de la pipette là au-dessus. C'est un échantillon ponctuel. Ça veut dire que quand je clique dans l'image, ça prélève la couleur d'un pixel. Mais le problème dans les photographies, c'est que les couleurs des pixels, pour créer une texture comme ça, on juxtapose des pixels qui ont des couleurs quand même assez bien différentes. Donc, si je veux prélever la couleur d'une photographie qui a de la matière, c'est pas des choses unies, c'est pas une interface web avec des choses unies. On n'est pas en train de faire du web, on travaille sur des photos. Eh bien, je vais dire que la pipette doit tenir compte de plus qu'un pixel. Donc, par exemple, elle va prélever, si je fais moyenne 11 par 11, elle va prélever plus de 100 pixels. La couleur de plus de 100 pixels, elle va faire la moyenne. 31 sur 31, ça va faire combien 900 pixels, si je calcule bien. Ou pas? Ouais, à peu près ça. Hein. Et non, plus que ça. Ça fait combien 1200? Ah, c'est le matin, je suis fatigué. 31 fois 31, ça fait combien? Non, ça fait 900. 900. Oui, 900, c'est ça, voilà. Enfin, voilà, et évidemment, vu qu'on travaille sur des images parfois de très haute définition, c'est pour ça que vous avez même la possibilité de prélever la couleur sur plus de 10 000 pixels. Bon, ici, je pense que moyenne 31 par 31, ce sera pas mal. Et je clique pour prélever la couleur. D'ailleurs, cette image, combien fait-elle de pixels? Image, taille de l'image, elle fait en largeur et en hauteur 1280 fois 1080 en fait. Donc voilà, vous comprenez que prélever un carré de 31 sur 31, c'est pas beaucoup. Ok, donc la couleur est envoyée dans la case de premier plan et je vais dessiner avec elle au pinceau. Voilà, vous passez sur les ombres comme ça, avec un pinceau flou pour bien faire. Oui, flou pour bien intégrer la retouche pour qu'on ne voit pas les bords. N'essayez pas de ne pas déborder parce qu'on va faire en sorte que ce soit automatiquement, ça ne débordera pas. Oh, si je... Oui, donc t'inquiète pas si c'est pas exactement la même couleur que la main. C'est un peu très couleur Corsen grand-mère, quoi. Oui, c'est... Voilà, c'est ça. Donc, si on a trop mis, par exemple, si l'on est mis là au-dessus alors qu'il fallait pas, bon, soit j'annule avec l'historique, soit j'efface à la gomme. Donc, la gomme, on a également une brosse. C'est comme un pinceau. Donc, dans ce cas-là, si vous avez trop mis de pixels sur le calque, vous effacez à la gomme. Et alors, on va faire en sorte que les pixels qu'on a amenés ne soient visibles que là où la main se trouve. Et pour faire ça, il va falloir écrêter. Voilà. Touche Alt entre les deux vignettes. Voilà, c'est pour ça que c'était pas important d'essayer de ne pas dépasser de la main. C'est parce que c'est automatique. Waouh. C'est automatique en fonction de ce qui est visible sur le calque d'en bas. On fait en sorte que ceci ne soit visible que là où il y a des pixels en dessus. C'est visible. Bien. Alors, le calque du dessus, à la place de le mettre en mode normal, je vais le mettre en mode couleur.
C'est-à-dire que la luminosité de ce qui se trouve en dessous va réapparaître parce qu'il n'y a que la composante couleur du calque du dessus qui apparaît. Donc, on le met en mode couleur à la place du mode à la place du mode normal. Voilà. Mode couleur. Oui. C'est pas. OK. Alors, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, on sent qu'il y a une petite retouche. L'ombre est un peu trop saturée par rapport au reste de la main. Ah oui, en mode couleur, je peux continuer à dessiner là où je veux. C'est pas parce que je suis passé en mode couleur que je ne peux plus dessiner. Voilà. Oui. Donc, en effet, sur les lunettes, il faudrait que j'aille gommer parce que ça se voit que, ceci dit, bon, ça peut être un reflet de la main aussi. Donc là, je gomme sur le calque du dessus à l'endroit des lunettes. Voilà. OK. Il y a des reflets, hein. Il y a des reflets de peau sur les lunettes. Alors, on va régler, ben oui, la couleur qu'on avait choisie, qu'on avait été prélevée, oui, c'est pas mal, ça ressemble à de la peau, mais on va aller quand même essayer d'affiner ça. D'où l'intérêt, je vous rappelle, de travailler sur un écran calibré, parce qu'on fait des choses subtiles ici et ça sert à rien de faire des choses subtiles si, au final, quand on transfère l'image ailleurs, les couleurs se décalent. Donc, il faut avoir calibré l'écran, il faut travailler aussi avec des gens qui font de la gestion des couleurs, qui tiennent compte des profils. OK, donc je vais aller modifier ça en allant dans le menu Images, Réglages, Teinte, Saturation. Donc, pas le calque de réglage. On ne va pas faire un calque de réglage, ce sera trop compliqué, ça sert à rien. Dans ce cas-ci, Images, Réglages, Teinte, Saturation. J'attaque directement les pixels du calque du dessus. Et je vais changer leur saturation, éventuellement leur teinte, mais dans ce cas-ci, non, ça foire. C'est la saturation qui posait un problème, en fait. Ouais. Voilà. C'est. OK. Alors, il faut bien prendre conscience que ce que j'ai fait ici, c'est du cas par cas, en fait. Hein. D'autres images auraient d'autres problèmes et j'apporterai d'autres solutions. Donc, c'est juste un exemple. Ensuite, je peux faire une correction globale sur tout ça. La main et les lunettes au niveau luminosité et contraste des couleurs. Mais on va déjà enregistrer ce fichier-là. Fichier enregistré sous. Donc, à ce stade-ci, vous n'amenez pas ça vers l'autre image parce que vous risqueriez d'avoir un problème, à moins de faire ça. Si on extrait les deux calques de réglage, ils sont attachés au calque d'en dessous et quand on déplace le calque d'en dessous vers l'autre image, les deux qui sont attachés vont suivre. Mais bon, on va continuer ici et je vous propose éventuellement de grouper tout ça. Donc, clic, majuscule clic, il faut activer les trois calques parce que je veux les mettre dans un groupe. OK. Alors, une fois qu'ils sont activés, je vais dans le menu de la palette des calques, demander de faire un nouveau groupe d'après les calques. Attention, ne vous gourrez pas parce que souvent, quand je dis d'aller faire un nouveau groupe d'après les calques, on va faire un nouveau groupe. Et ça marche pas. Ce qui est juste là au-dessus, c'est un nouveau groupe vide. Ça va vous obliger à déplacer les calques manuellement dans le groupe. Alors, autant faire un nouveau groupe qui tient compte des calques qui sont actuellement activés par clic, majuscule clic. Alors, pour ceux qui aiment les raccourcis,
Je pense que, oui, c'est ça. Si vous enfoncez la touche majuscule et que vous cliquez sur l'icône du groupe en dessous, c'est la même chose, hein. C'est un nouveau groupe d'après les calques. C'est-à-dire qu'on obtient un groupe dans lequel se trouvent les calques. Bon. Eh bien, je repasse en mode multifenêtre, touche F, et je vais déplacer le groupe vers l'image du décor. Donc, comment est-ce que je fais? Si je le fais avec l'outil de déplacement, il vaut mieux que le groupe soit fermé comme ceci. Parce que s'il est ouvert comme ça, c'est pas bon. Il vaut mieux qu'il soit fermé. Parce qu'il y a un risque que vous allez transporter seulement un des calques. Vérifiez que vous avez bien, depuis la dernière fois, désactivé l'option sélection automatique. Il ne faut pas qu'elle soit cochée, ça va vous poser des problèmes. On avait enclenché ça quand on était sur l'image des personnages. Quand on cliquait sur les personnages dans l'image, le calque correspondant s'activait tout seul. C'est pratique, mais c'est piégeux, comme disent les Québécois. Donc, si vous utilisez l'outil déplacement pour déplacer ça, vous désactivez ça. Sinon, il y a une autre solution. C'est carrément de prendre le groupe dans la palette des calques et de le déplacer sur l'autre image. Donc, ça marche aussi. Voilà. Amusant, ça. Well, I would give us to the not get off the better days. Your biggest what yes about. And then I'll be quick. Donc, en effet, pour déplacer le tout, il faut que le groupe soit fermé et vous déplacez avec l'outil de déplacement, vous déplacez le groupe. Une fois qu'il est dans l'image, je veux dire. Hein. Donc, il ne faut pas commencer à essayer. Oui, on pourrait faire ça, on pourrait faire clic, majuscule clic, et ça déplace les trois, forcément. Mais non. Bon, il suffit de fermer le groupe. C'est ça l'intérêt du groupe. Non seulement ça simplifie l'aspect de la palette des calques en regroupant les calques en fonction d'un ordre logique, un regroupement logique, mais en plus, ça permet de les déplacer ensemble et de les transformer aussi. Transformation manuelle fonctionnerait. Bon. Alors, ta question, c'est est-ce qu'on pourrait changer l'angle des lunettes? Oui, c'est possible dans une certaine mesure, mais c'est pas de la 3D en fait. Hein. C'est pas de la 3D et donc ça va être un peu. Oui, ça risque d'être un peu bizarre, mais techniquement, c'est possible de projeter une partie d'un photomontage comme ça, le projeter sur un objet 3D et tourner l'objet 3D. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va faire parce que vous devrez faire de la 3D dans After Effects et c'est une bonne petite approche de le faire dans Photoshop. Et il n'y a pas d'outil de rotation simplement pour le Ben, l'outil rotation, tout simple, c'est la transformation manuelle et on tourne. Voilà. D'accord? Escape, parce que j'ai pas envie de tourner. Bon. Il y a une suite à l'exercice, éventuellement. Oui, qu'on va pas faire tout de suite, sinon ça va compliquer les choses. C'est-à-dire que, logiquement, ce qui est vu à travers les verres doit être déformé. Et donc ça, on le fera plus tard. Par contre, ce qu'on peut faire ici, c'est accorder les couleurs ensemble en ajoutant un calque de réglage qui va être attaché au groupe. Ça, c'est quelque chose qui, avant C6, n'était pas possible, mais il y avait d'autres solutions. Alors, menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Ce calque de réglage de type courbe agit sur tout, comme on le voit. Mais donc, je vais l'écréter. Je vais dire qu'il doit agir sur le groupe des lunettes, tout simplement, avec la touche Alt. Voilà. Il est écrété sur le groupe. Amusant, ça.
Là, je viens d'ajouter 2 points dans le graphique et faire une courbe en forme de S pour augmenter le contraste, parce qu'en fait, l'arrière-plan étant fort contrasté, ça paraît logique que l'avant-plan le soit aussi. Il était un peu fadasse, en fait, l'avant-plan. Surtout depuis qu'on l'a amené dans l'arrière-plan, là, qui est très contrasté, ambiance nuit. So, Voilà. Et on va terminer avec l'autre réglage qui va se mettre sur le décor. Parce que essayer de faire en sorte qu'un élément s'intègre dans un décor, oui, mais c'est pas toujours facile. Le chemin à parcourir est parfois long. Donc, on a intérêt à faire en sorte que le décor s'accorde également à l'élément. On les fait venir dans le même univers au niveau luminosité et couleur. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour intégrer les lunettes ici dans le décor, vous n'allez pas vous limiter à un calque de réglage. Vous allez également mettre un autre calque de réglage qui va agir sur l'arrière-plan. Menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Voilà. OK. Et alors, vous n'oubliez pas que ça permet également de modifier la couleur en descendant sur chacune des couches. Oui, on a le raccourci. Hein. Alt 2, 3, 4 et 5. D'accord? Alt 2, c'est RGB. Alt 3, c'est rouge. Alt 4, c'est vert. Alt 5, c'est bleu. Faut pas hésiter à martyriser vos claviers, c'est-à-dire vous mettez des petites gommettes dessus s'il faut. Et donc, quand je dis Alt 2, 3, 4 et 5, je parle évidemment du pavé numérique. Le pavé numérique du clavier. OK? Alt et le 2, 3, 4, 5, c'est le raccourci pour passer d'une courbe à l'autre. OK. Bon, petite parenthèse en passant, si vous travaillez sur un ordinateur portable, ben d'abord, il faut savoir que ce sera toujours moins performant qu'une tour. Ça, c'est un premier pas. Et deuxièmement, vous avez intérêt à avoir un pavé numérique. Alors, sur Mac, soit vous l'achetez à part, soit vous ajoutez un clavier complet par-dessus le portable. Donc, quand on fait de l'infographie, ce n'est pas bizarre et pervers de mettre un clavier étendu, donc c'est-à-dire un clavier avec pavé numérique. C'est pas pervers de faire ça, parce qu'on a beaucoup besoin de du pavé numérique et de toutes les touches quand on fait l'infographie. Donc là, dans Google, je vous ai simplement tapé After Effects Mac Keyboard. Et je suppose que vous avez déjà vu ça, c'est-à-dire des claviers Mac avec des couleurs et des icônes dessus. Donc, spécialement prévu pour faire du montage vidéo et du trucage. OK? Donc, il en existe, il y a plusieurs marques qui font ça et il n'y a pas que les claviers Apple. Donc, c'est quelque chose d'assez habituel dans les logiciels de montage et de trucage d'avoir des choses comme ça. Des claviers en couleur. OK. Donc, modifier la couleur. Bref, pour accorder les choses aussi.
get some payment. Alors, tu veux enlever un liseré vert qui serait sur le bord de la main. Mais ça, c'est un problème au niveau de la tolérance quand tu as créé la sélection, à mon avis. Parce que si, oui, c'est cette chose-là. Oui. Alors, It's nothing. bon, je vais tester ça. Et pour faire ça, je vais cliquer le groupe, en fait. Pour garder mon backup au cas où. Alors, voyons un peu dans le groupe ici qui n'est... L'autre, le backup n'est pas affiché. C'est juste mon backup. Donc, dans celui-ci. Ah oui, c'est tout simple, en fait. Ben oui, il va falloir travailler dans le masque. Oui, j'étais parti vers des choses plus complexes. Mais si on travaille dans le masque, tout simplement, on va pouvoir aller redessiner au pinceau pour enlever ça. Well, but it's not a typical show. It's not that. Oui, on peut aussi y aller au pinceau en ayant pité les choses d'à côté. No. Et continuer dans l'image. Voilà. Donc au pinceau. Et le pinceau en mode couleur. Et aller travailler directement sur l'image si. Ouais. Mais pas génial, ça fait quand même fort fausse. Ça. Ouais, vaudrait mieux travailler sur un calque au-dessus. Ok, calque en mode couleur. Et aller modifier la teinte de saturation, image réglable, teinte de saturation. Donc, voilà. Bon, c'est du chipotage. Et puis, il faut faire attention aussi. Il ne faut pas s'occuper trop des détails. Il faut que le produit final soit de qualité. Mais si c'est... Ouais, il faut voir combien de temps ça passe à l'écran aussi. Vous êtes au courant de ça. Hein? Par exemple, quand on fait des décors pour le cinéma, du matte painting, on le fait différemment suivant que le plan va apparaître 2 secondes ou suivant qu'il va être à l'écran plus longtemps. Si ça n'apparaît que 2 secondes, l'œil humain n'a pas le temps de voir les détails et on peut donc se permettre de faire du matte painting plus rudimentaire, des décors, des faux décors plus rudimentaires. Donc, terminé avec cet exercice, c'est déjà pas mal.